Cumuler 2 emplois n'est jamais amusant. Les heures sont longues, il n'y a pas assez de sommeil, et il y a plein d'autres choses auxquelles les gens n'acceptent généralement pas de bon gré. C'est-à-dire, à moins que vous ne vous appeliez Marco Rubio, auquel cas, vous aviez déjà 2 emplois à votre actif dans les premières semaines après votre entrée en fonction, et même là, vous ne faisiez que commencer. Aujourd'hui, Marco Rubio est secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Mais le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'en plus de tout le reste, il dirige plus ou moins la situation au Venezuela. Vous savez, pendant son temps libre, comme un passe-temps. Même moi, je n'ai pas le temps d'avoir des passe-temps. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Marco ? C'est vrai. Tout cela se fait grâce à une relation étroite et étrangement amicale entre Rubio et la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez. Les deux ont pris l'habitude d'échanger des selfies, des vœux d'anniversaire et des messages vocaux de 15 minutes sur WhatsApp, ce qui est vraiment étrange, étant donné que Rubio milite depuis longtemps pour que l'opposition vénézuélienne renverse le régime que Rodríguez soutient depuis des années. Mais 6 mois après le règne de facto de Rubio sur Caracas, où en est réellement le pays sur les points qui comptent pour les Vénézuéliens ? Coincé à la phase 2. Quoi que vous ayez pu imaginer pour 2026, on parie que l'arrestation de Maduro n'en faisait pas partie, du moins pas de la façon dont cela s'est passé. La Delta Force américaine est intervenue avec un important soutien, dont plus de 150 avions en provenance de 20 sites distincts pour assurer des tirs de couverture. Environ 1 heure plus tard, le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro était en route pour New York, et il ne voyageait pas vraiment en première classe, n'est-ce pas ? L'opération américaine au Venezuela devait, dès le début, durer le moins longtemps possible. Washington avait d'autres projets pour un certain pays du Moyen-Orient dans un avenir proche, et Trump ainsi que son cercle rapproché n'étant pas vraiment désireux de s'engager dans une guerre prolongée avec le Venezuela. Il fallait donc trouver quelqu'un dans l'administration pour collaborer et éviter toute opération massive de changement de régime. Et avec le vice-président de Nicolás Maduro, Washington a essentiellement touché le jackpot. Le souci avec décrocher le jackpot auprès de quelqu'un du régime Maduro, comme Delcy Rodríguez, c'est qu'ils ne veulent pas forcément instaurer les réformes démocratiques de marché que Rubio soutient depuis longtemps. N'oubliez pas que Rubio est aussi le fils d'exilés cubains. Avant de rejoindre cette administration, il s'est fait un nom comme la voix la plus constante du Sénat américain contre les dictatures socialistes d'Amérique latine. La Floride, son état d'origine, accueille presque la majorité de la diaspora vénézuélienne ayant fui leur pays. Trump lui-même est lui aussi un cas atypique dans cette affaire. Il a longtemps défendu l'opposition vénézuélienne dans sa carrière politique. Lors de son premier mandat, les États-Unis ont été le premier pays à reconnaître Juan Guaidó comme président légitime du Venezuela et l'ont invité comme hôte d'honneur au discours sur l'état de l'Union de Trump. Dans ce cas, cependant, Washington semble reléguer la question de la démocratisation au second plan, en mettant l'accent sur la stabilisation afin d'éviter tout ce qui pourrait ressembler à un effondrement du régime à Caracas. Peu de temps après le raid de janvier, l'administration a exposé sa vision pour les mois à venir. 3 phases dans un ordre précis. D'abord, stabiliser le pays, ensuite relancer l'économie. Troisièmement, ce n'est qu'après les 2 premières étapes qu'ils organiseraient des élections libres et équitables. L'administration Trump a reconnu qu'atteindre la 3e phase pourrait prendre des années. Pourtant, les réformes paraissaient les possibles au départ. À la fin janvier, Rodríguez a annoncé une amnistie couvrant les poursuites politiques, remontant jusqu'en 1999, libérant environ 302 personnes de prison et d'assignation à résidence au cours des semaines suivantes. Venant d'une femme qui avait passé les 13 années précédentes à servir de bras droit à Maduro, ce n'est pas rien. Il y avait bien sûr un piège. La loi excluait toute personne poursuivie pour avoir soutenu une action militaire contre le précédent gouvernement, dont la dirigeante de l'opposition vénézuélienne, Marina Corina Machado, et d'autres opposants. Et au fil du temps, le problème de tout organiser en différentes phases a commencé à devenir plus évident. Quelqu'un doit en fait décider quand l'une de ces phases a vraiment été entièrement accomplie, afin que le pays puisse passer à la suivante. Selon la plupart des sources, le Venezuela était déjà en phase 2 plus tôt cette année, avant le violent séisme de juin. Le nombre de morts suite à cet événement continue d'augmenter, ayant récemment dépassé les 5000 et étant donné qu'il y a encore des dizaines de milliers de disparus, on ne s'attend pas à ce que cela ralentisse de sitôt. Le séisme a également exercé une pression énorme sur l'économie, déjà en difficulté du pays, certaines estimations prévoyant qu'il coûtera à Caracas 6% de son PIB en nature pour 2026. Cela représenterait un coup dur pour n'importe quel pays, et une crise humanitaire pour un pays dans une situation économique aussi délicate que le Venezuela. Mais encore une fois, étant donné que relancer l'économie fait intrinsèquement partie de ce qui doit être fait avant de passer à un système plus démocratique, le séisme constitue un revers particulièrement important.
Cependant, Washington aurait aussi du mal à retarder la transition indéfiniment. Ce n'est un secret pour personne que Rubio vise l'investiture du Parti républicain pour la présidentielle de 2028, et il va en partie dépendre de la mobilisation de la communauté latino-républicaine, qui milite depuis longtemps pour un véritable changement en Amérique centrale et du Sud. Il n'aura sans doute pas à aller à Caracas avec Machado pour obtenir leur soutien, mais si Rodríguez reste au pouvoir et semble très proche de Rubio, cela sera difficile à faire accepter. Maintenant, avant de parler de cette relation très étroite entre Rubio et Delcy, nous voulons vous parler de notre site pour abonnés, fronce.co, où nous pouvons mettre tout notre contenu qui ne figure pas sur la chaîne principale ici. Chaque semaine, nous publions au moins 2 vidéos et des articles d'experts sur des sujets variés, de l'avenir de l'armée russe après la guerre en Ukraine à l'impact des drones sur les conflits au Sahel. Un abonnement coûte 5$ par mois ou 50$ par an, et cela nous aide à rester indépendants. C'est fronce.co. Et maintenant, retour à son Excellence, l'empereur Dieu Rubio. Viceroy Rubio. Depuis que la deuxième administration Trump a pris forme et que Marco Rubio a commencé à hériter d'un poste après l'autre, les blagues et les mèmes n'ont cessé de circuler sur le fait qu'il accumule un nombre toujours croissant de fonctions de plus en plus ridicules. Trump, familier de la culture des mèmes, a compris la blague et aurait dit à Rubio d'aller à Caracas pour y diriger l'endroit lui-même. Mais selon un récent article du New York Times, Rubio n'a même pas besoin de déménager pour obtenir ce résultat. C'est parce qu'il dirige pratiquement le pays dans ce que le Times a décrit comme un rôle de vice-roi depuis janvier. Dans l'article, Tyler Pager et Anatoly Kermanayev ont parlé avec plus d'une douzaine de responsables des 2 gouvernements qui avaient des histoires absolument incroyables à raconter. Rodríguez a pris l'habitude de consulter les États-Unis avant de faire quoi que ce soit. Lorsque Bret Baier de Fox News a contacté son administration pour une interview, elle aurait répondu qu'elle voulait d'abord soumettre l'idée à Trump. Rubio a ensuite annoncé publiquement que Rodríguez irait en Inde pour une visite diplomatique, avant même que son gouvernement ne rende le voyage public. En matière de politique étrangère, ce n'est un secret pour personne que Washington et Caracas n'ont pas vraiment été sur la même longueur d'onde. Le Venezuela était depuis longtemps allié à l'Iran, donc lorsque les États-Unis ont lancé l'opération Fureur épique, le 28 février, Caracas devait en quelque sorte dire quelque chose à propos de ce qui se passait. Le ministre des Affaires étrangères vénézuélien, Ivan Hill, a publié une déclaration assez modérée critiquant l'opération et l'assassinat du guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei. En quelques heures, Washington a informé Rodríguez que la publication devait être retirée et l'a averti de ne plus soutenir publiquement leurs adversaires. La publication a été supprimée peu de temps après. Cette influence dépasse largement les relations publiques. Delcy aurait proposé les nominations de hauts responsables à Rubio, qui l'a aussi incité à écarter les proches de Maduro du pouvoir. Elle s'est en grande partie conformée, comme avec Vladimir Padrino López, ou plutôt l'ex-ministre de la Défense. L'éléphant dans la pièce au Venezuela reste le pétrole. Après le raid de janvier, les États-Unis ont pris le contrôle des revenus pétroliers. En raison de l'infrastructure actuelle des sanctions, ces fonds sont d'abord passés par le Trésor américain avant d'être renvoyés à Caracas par versement. Ces paiements sont conditionnés par des termes fixés par Rubio et son équipe, dictant en gros à quoi l'argent peut être consacré et par qui. La situation pétrolière a clairement montré la stabilisation du Venezuela. En avril, la production a dépassé 1 million de barils par jour, une première en plus de 7 ans. Plus révélatrice encore que la production totale, c'est la destination de ce pétrole. En novembre dernier, environ 80% partaient en Chine. Un mois après la perquisition, les États-Unis sont devenus la première destination du pétrole brut vénézuélien. Washington est aussi devenu un partenaire clé en sécurité, un changement radical par rapport au passé. Le 9 juin, une opération conjointe américano-vénézuélienne, oui, vous avez bien entendu. Une opération militaire conjointe américano-vénézuélienne a bombardé une maison dans la région rurale de l'État de Bolívar, tuant l'un des fondateurs du Tren de Aragua. N'oubliez pas, Maduro a été accusé par le Washington Post d'avoir collaboré avec ce gang pendant des années, orchestrant l'entrée de drogue et une migration massive vers l'intérieur des États-Unis. Donc ça oui, c'était vraiment un sacré revirement. Si vous additionnez tout cela, vous obtenez une situation qui a apporté à Washington à peu près tout ce qu'elle pouvait demander, ce qui commence à expliquer pourquoi la question de la démocratisation a peut-être été mise de côté. Le candidat de personne. Après tout ce que l'opposition vénézuélienne a enduré, la femme au cœur du gouvernement pourrait être encore plus mal placée.
6 mois après le début de son mandat en tant que présidente par intérim, il serait difficile de trouver grand monde au Venezuela prêt à dire avec enthousiasme « Oui, accordez encore 4 ans à Delcy ». L'opposition l'observe avec horreur, redoutant que Washington les contourne au profit d'un hybride étrange entre un vestige de Maduro et une marionnette américaine. Ce qu'il reste du mouvement chaviste ne la voit que comme une vendue. Ce ne sont pas que nous qui interprétons les signes. Un sondage du CSIS ce printemps montrait Rodriguez en difficulté avec 73% d'opinions défavorables, les Vénézuéliens doutant même de qui dirige le pays. 43% ont répondu Delcy. Un autre 43% ont répondu Trump. Ce qui est vraiment intéressant, cependant, c'est la façon dont ils ont réagi aux différents changements tout au long de l'année. En janvier, plus de 90% ont déclaré aux sondeurs qu'ils étaient en reconnaissant envers Trump d'avoir arrêté Maduro en premier lieu. C'était une avance assez impressionnante, c'est sûr, mais cette ambiance s'est nettement détériorée dernièrement. Maintenant, près de 90% désapprouvent le soutien de Trump à Rodriguez. 94% estiment que Rodriguez n'agit pas assez pour rétablir la démocratie, et presque autant souhaitent une élection présidentielle cette année. Malgré les progrès lents, Marco Rubio est, de façon assez amusante, le politicien le plus populaire dans les sondages vénézuéliens, et lui, comme Trump, surpasse Rodriguez. Dans l'ensemble, elle est dans une position difficile, même avant de prendre en compte le fait que si elle fait une grosse erreur, Washington sera plus qu'heureux de l'emmener pour un autre vol gratuit. Vol pour New York, et ce ne sera pas pour des vacances. Selon les rapports, le ministère de la Justice américain aurait monté un dossier similaire sur elle à celui ayant servi à l'arrestation de Maduro. Même si Rodriguez échappe à ce sort, sa réalité politique reste simple. Si une élection avait lieu aujourd'hui, elle devrait probablement chercher une nouvelle carrière rapidement. Il semble tout à fait plausible que ses deux plus grands admirateurs actuels soient Marco Rubio et Donald Trump. C'est à ce moment que la situation devient très gênante, autant pour le gouvernement intérimaire à Caracas que pour Washington. Pour Rodriguez, une réelle transition démocratique marquerait presque la fin de sa carrière politique, et elle en est consciente. Ainsi, on peut s'attendre à ce qu'elle tarde à organiser de nouvelles élections, même si elle suit les attentes de Washington sur presque tous les autres points. La démocratisation constitue fondamentalement une menace pour son maintien au pouvoir, et cela en supposant même que Washington fasse vraiment pression sur ce point. Mais rien ne garantit qu'ils le feront. Il est difficile d'imaginer un dirigeant vénézuélien plus coopératif que l'actuelle présidente par intérim. María Machado a longtemps été une partisane de liens plus étroits avec Washington, et serait certainement d'un tout autre niveau comparé à des gens comme Maduro. Mais il existe aussi de vraies divergences entre elle et le président américain. Cela est en grande partie dû à la proximité que Trump et Rubio ont développée avec Rodriguez, ainsi qu'à la rapidité avec laquelle María Machado souhaite faire sortir le pays du système chaviste. Si elle avait pu choisir, cette transition aurait eu lieu il y a longtemps. Elle n'aime donc pas qu'on lui demande de patienter, et les différences ne sont pas que rhétoriques. Après le séisme, María Machado a voulu retourner à Caracas pour gérer la crise. Elle a affrété un jet qui a dû faire demi-tour en vol. Ce qui semble s'être passé, c'est que les autorités de l'île néerlandaise vers laquelle elle se rendait, juste au large des côtes du Venezuela, ont d'abord cru que les États-Unis soutenaient son retour, avant d'apprendre que ce n'était pas le cas. Ils ont révoqué son autorisation d'atterrir, forçant l'avion à repartir, une décision qui aurait stupéfié María Machado et ses collaborateurs. Même ainsi, la feuille de route de la réforme démocratique n'est pas complètement morte, malgré ce déploiement extrêmement lent. Rubio a laissé entendre qu'on progressait vers la 3e phase, déclarant le mois dernier que le Venezuela devrait former un nouveau conseil électoral avant d'organiser un scrutin. C'est un point raisonnable à soulever compte tenu des allégations généralisées concernant la façon dont le dernier scrutin national s'est déroulé, et il semble que le Venezuela pourrait finalement avoir un nouveau héros. Le 18 juin, un certain ancien homme politique vénézuélien qui a passé près d'une décennie hors du pays est revenu à Caracas. Cette femme politique, Denora Figueroa, dirige la 4e Assemblée nationale, dernière législature vénézuélienne reconnue internationalement, où l'opposition a obtenu une supermajorité. Écartée seulement 2 ans après l'élection de l'Assemblée, elle n'est donc pas un acteur majeur des affaires intérieures du Venezuela. Mais le retour de Figueroa reste néanmoins important. Dès son arrivée claté-ton, elle n'a pas perdu de temps pour rencontrer le président de l'autre Assemblée nationale du Venezuela, en gros celle factice que Maduro a mise en place pour inclure une supermajorité de fidèles. L'Assemblée est dirigée par un certain Jorge Rodriguez, qui se trouve justement être le frère de Delcy Rodriguez. Il y a eu quelques signes encourageants issus de cette réunion, notamment un accord pour mettre en place un comité technique et électoral conjoint avec des étapes concrètes et des délais précis.
Alors écoutez, ce n'est évidemment pas encore une date fixée pour organiser des élections, mais c'est déjà plus que ce que nous avions il y a quelques mois. Pourtant, il semble déjà y avoir quelques accros qui se forment. Figueroa a déclaré aux journalistes à son arrivée qu'elle était venue à l'invitation du département d'État américain et a choisi ses mots avec soin pour se distancer de Maria Machado. La différence ici, cependant, c'est que Figueroa n'est pas particulièrement connue. Encore une fois, elle faisait partie de l'Assemblée nationale élue en 2015 et elle vit en Espagne depuis 8 ans. Alors, au final, où tout cela laisse-t-il le Venezuela ? Eh bien, ce serait exagéré de dire que la réforme démocratique est totalement morte. Mais on ne parierait pas non plus que Maria Corina Machado va entrer triomphalement à Miraflores la semaine prochaine. Pour les élections, Delcy l'a dit mieux que quiconque. Quand le New York Times lui a posé exactement cette question en mai dernier, à savoir combien de temps il faudra avant que le Venezuela organise à nouveau des élections, sa réponse a été simple. « Je ne sais pas, un jour. Merci d'avoir regardé. »